Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Patrick Achi a visité ce jeudi des chantiers du projet d'aménagement de la baie de Cocody. Le chef du gouvernement ivoirien s'est imprégné de l'évolution des travaux de la réouverture de l'embouchure du fleuve Comoé, le pont de Cocody et le carrefour de l'Indénié. Le gouvernement ivoirien annonce une seconde découverte de pétrole brut et de gaz naturel en Côte d'Ivoire. La nouvelle découverte dans un bloc adjacent à la première au large de la côte Est accroît d'environ 25% les réserves annoncées en 2021. Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly s'est rendu sur le gisement. La Côte d'Ivoire célébrera le 7 août prochain le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. La cérémonie officielle aura lieu à Yamoussoukro. Plus de 5000 forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour la fête nationale dans la capitale politique ivoirienne. L'heure est aux préparatifs pour le défilé. Et sur la scène politique, le RHDP donne le pouvoir à sa base. Les militants choisissent par voie électorale leurs responsables locaux. C'est l'une des réformes initiées par le parti au pouvoir. Mais comment se sont déroulées les élections des secrétaires départementaux? Quels sont les enjeux? Éléments de réponse dans le dossier politique. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le Premier ministre Patrick Achi a visité aujourd'hui des chantiers du projet d'aménagement de la baie de Cocody. Le chef du gouvernement ivoirien s'est imprégné de l'évolution des travaux de réouverture de l'embouchure du fleuve Comoé, le pont de Cocody et le carrefour de l'Indénié, des projets qui vont changer radicalement le visage de la capitale économique, nous rapporte Lansine Bakayoko. Il n'a pas hésité, Patrick Achi, à mettre les pieds dans l'eau pour s'imprégner de la vraie situation des travaux de réouverture de l'embouchure du fleuve Comoé à Grand Bassam. Ce fleuve a vu son embouchure avec la mer s'ensabler au fil du temps depuis l'ouverture du canal de Vriti. Il fallait ouvrir cette embouchure, sinon l'eau qui vient chargée de tout ce qu'on peut imaginer de l'intérieur du pays rentre dans la lagune. Et vous voyez ces phénomènes d'eutrophisation, des plantes sur la lagune, ces couleurs, ces odeurs. Donc la première chose, puisque à terme, c'est de rendre ce plan d'eau bleu et clair, la première chose, c'était de permettre à ce fleuve de la Comoé de pouvoir se jeter dans la mer en réouvrant l'embouchure de Grand Bassam. Ce chantier, nous l'avons vu, il est achevé à 75%, donc il devrait s'achever d'ici la fin de l'année dans les délais. L'ouverture de l'embouchure permettra d'enrichir le bassin marin et lagunaire en faune et en flore et de dégager une baie propice à des activités de pêche et de tourisme. Patrick Achi s'est également rendu sur le pont de Cocody, ce projet qui va fortement contribuer à améliorer la mobilité urbaine à travers le viaduc reliant directement le plateau et Cocody. Une véritable transformation pour la lagune et la ville, avec l'aménagement des berges, notamment pour les loisirs et le tourisme. Voilà donc le pont qui descend de la cathédrale, qui est un pont majestueux à haubans, qui va donc traverser toute la lagune et atterrir au niveau de l'amorce pour aller vers Saint-Jean, à la hauteur du lycée classique. Donc à partir de ce moment-là, on règle véritablement des problèmes de trafic. Maintenant, on a un lieu qui est mythique. Cette baie de Cocody, elle est une baie naturelle d'une beauté, comme vous le voyez, sublime. Et donc, plutôt que de faire un pont normal, le président a souhaité qu'on fasse un pont à haubans. À côté de ce pont à haubans, vous allez voir ici que nous avons prévu une zone pour une marina où on pourra avoir des bateaux, des loisirs, des jeux, mais également une superficie rectangulaire que vous voyez là, où vous aurez des restaurants, des cafés, des magasins. Ce sera un lieu de visite, de tourisme. Quant au carrefour de l'Indénié, point névralgique du réseau de circulation d'Abidjan, il a déjà fière allure. Ces travaux, qui devraient être livrés en août, vont fluidifier la circulation en protégeant les populations et leurs biens contre les inondations et enfin en dépolluant la baie de cette vague de quantité considérable de rejets venant du bassin versant du Gourou. Avec les voies venant des différentes directions, aussi bien des 220, de l'Indénié, du boulevard lagunaire, de la Canebière, de Cocody, on avait un bouchon qui pouvait prendre des heures. Et donc l'échangeur qui a été fait là a pour objet également donc, de régler ce problème
d'embouteillage au niveau du carrefour de l'Indénié. Tous les projets réalisés par le président Alassane Ouattara ainsi que ceux en cours montrent la ferme volonté du chef de l'État de doter la Côte d'Ivoire de tous les leviers nécessaires pour son rayonnement. Et avant toutes ces activités d'aujourd'hui, le Premier ministre Patrick Kachi était hier mercredi en visite de travail dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il a lancé plusieurs infrastructures importantes, notamment les travaux du barrage de Sologo dans le département de Korogo. Ce barrage hydro-agricole devrait permettre de booster les productions rizicoles et vivrières de cette zone qui fut pendant longtemps l'un des plus importants greniers de la localité, nous dit Alexis Ouedraogo. Au programme de cette visite du Premier ministre Patrick Kachi dans le Poro ce mercredi, le lancement des travaux de réhabilitation du périmètre rizicole de Sologo et la visite des travaux d'aménagement du barrage de Solomougou en cours. Votre visite était très attendue car elle revêt un espoir pour notre population en général et en particulier pour notre jeunesse en quête de repères pour se créer des activités génératrices de revenus. Le périmètre de Sologo a été réalisé en 1974 et mis en service en 1975. Depuis cette date, notre canton est l'un des greniers du département de Korogo, voire même de la région du Poro, grâce au courage des riziculteurs des villages de Fala, de Tiaka, de Nawalaka, de Tagbanga et de Lemeka. Et si les populations sont aussi heureuses, c'est que depuis quelques années, elles voient les étangs de pisciculture s'assécher, avec eux la diminution des bassins de rétention d'eau et des surfaces irriguées. Toutes choses qui entraînent des baisses de production, mais surtout l'exode rural des jeunes. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, l'État est bien engagé à aller plus loin pour l'amélioration des vies des populations. Quand ce barrage va finir, avec les dispositions qui vont être mises en place, nous sommes convaincus que vous allez redoubler d'efforts pour continuer à demeurer le village qui approvisionne le plus les marchés ivoiriens. Pour Patrick Kachi, il s'agit maintenant de tracer un chemin nouveau pour la région, une ère de plein développement. Si on a la terre, si on a l'eau, si on a les engins mécanisés, si on a les semences sélectionnées, si on a les engrais, il n'y a pas un seul produit qu'on mange ou qu'on produit qui ne peut pas être produit ici. Vous pouvez tout produire. Et avec les infrastructures que vous aurez, vous pourrez les écouler rapidement. Les projets que nous allons faire ici, je l'ai dit, vont transformer totalement les modes de culture. Ça va réduire la pénibilité des travaux que vous faites. On ne va plus voir quelqu'un en train de couper le riz avec les fossiles, courbés. Non, 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 c'est fini ça. Vous serez assis sur des machines comme une voiture, moissonneuse, batteuse. Et c'est ça que vous allez prendre pour récolter le riz. Et face à la richesse de cette région, le Premier ministre pense jeunesse. Quand on dispose d'un bas-fond d'une telle taille et d'une telle quantité d'eau, il requiert qu'on ait un centre de formation professionnelle et technique pour les jeunes qui sont ici, qui seront spécialisés dans ces différents domaines-là. Cerise sur le gâteau, les doléances des populations portant sur l'acquisition d'un nouveau marché, d'une nouvelle mairie et le bitumage de voies obtient écho favorable. Notons que des remises importantes de ressources financières et techniques ont été faites le long de cette visite, dont des tricycles, des intrants agricoles. Et autre bonne nouvelle pour notre pays, le gouvernement ivoirien annonce une seconde découverte de pétrole brut et de gaz naturel. La nouvelle découverte dans un bloc adjacent à la première au large de la côte Est accroît d'environ 25% les réserves annoncées l'année dernière. Le ministre ivoirien Mamadou Sangafoua Coulibaly s'est rendu sur le gisement. Le témoignage est de Lansine Bakayoko. À côté du gisement Baleine, dont le potentiel oscille entre 1,5 et 2 milliards de barils de pétrole brut et 1800 et 2400 milliards de pieds cubes de gaz associés, voilà un autre puits testé avec succès sur le bloc 802 au large de la station balnéaire d'Assini, non loin de la frontière ghanéenne. Cette nouvelle découverte devrait accroître le gisement Baleine de 25% avec des réserves qui vont passer de 2 à 2,5 milliards de barils de pétrole
et de 2400 à 3000 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Sur la plateforme, les techniciens sont déjà à pied d'œuvre en vue d'accélérer les délais de mise en exploitation. Des foreurs sont déjà en action, mais la mise en exploitation n'interviendra pas avant le premier semestre de 2023. Dans les perspectives, le chef de l'État a souhaité que le développement se fasse le plus rapidement possible. Et le directeur général vient de nous assurer que ça va être l'un des développements les plus rapides au monde. En général, cela met en moyenne 5 ans pour développer. Mais je crois que dans le cas de la Côte d'Ivoire, ils ont recouru aux dernières technologies pour qu'à partir de 2023, on puisse commencer la phase 1 du développement. Et nous sommes venus nous assurer que les choses se passent correctement. Cette importante découverte ouvre de nouvelles perspectives pour la Côte d'Ivoire, qui devrait multiplier par 20 ses réserves prouvées, la propulsion du coût dans le quota africain des pays producteurs de pétrole. Cette nouvelle découverte rend attractif le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui est au travail. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Oloto, était hier à Yamoussoukro pour échanger avec les fonctionnaires et agents de l'État du district autonome de Yamoussoukro et de la région du Bélier. Elle est allée les sensibiliser sur les bonnes pratiques pour une administration efficace et performante. Grâce Kando, envoyé spécial dans la capitale politique ivoirienne. Comment expliquons-nous que notre administration puisse demeurer abonnée à des lourdeurs inexplicables, à la fraude presque congénitale, à la corruption rampante, à l'incivisme et à l'insubordination? Que comptons-nous faire face à de telles critiques, qu'elles soient fondées ou non fondées? La ministre de la fonction publique n'est pas allée du dos de la cuillère pour décrier les mots qui minent l'administration publique. Près de 3 heures d'horloge pour échanger avec les fonctionnaires et agents de l'État du district autonome de Yamoussoukro et du Bélier. La ministre Anne Oloto les exhorte à se détourner de ces pratiques. Je voudrais véritablement féliciter Madame le ministre pour cette démarche importante et sensibiliser tous nos collaborateurs, les agents et fonctionnaires à s'inscrire dans cette motivation que Madame le ministre nous donne au travers de la vision implémentée par le président de la République. Nous avons bien écouté sagement les consignes de Madame le ministre. Nous allons les traduire en région dès notre retour. La rencontre d'aujourd'hui est venue donc nous réconforter dans ce que nous faisons, dans cette approche qu'elle a souhaité que nous puissions avoir dans la conduite des affaires, de nos affaires au quotidien, c'est-à-dire la proximité, la célérité dans le traitement des dossiers ou les requêtes qui nous sont soumises. Ces engagements que prennent les responsables de l'administration publique cadrent avec le nouveau paradigme de la gestion administrative. Il est donc clair que le fonctionnaire et l'agent de l'État, qui est par essence chargé d'un emploi public, investi d'un mandat public pour exécuter une mission de service public, se doit d'accomplir sa mission avec responsabilité, avec compétence, avec conscience et avec loyauté. Il doit le faire avec intégrité, impartialité et neutralité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est notre Constitution. Cette rencontre avec les fonctionnaires et agents de l'État des régions du district autonome de Yamoussoukro et du Bélier marque le début d'une nouvelle approche managériale du ministère de la fonction publique. Et c'est dans quelques jours seulement. La Côte d'Ivoire, notre pays, célébrera le 7 août prochain le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. La cérémonie officielle aura lieu à Yamoussoukro. 5731 éléments des forces de défense et de sécurité sont mobilisés pour la fête nationale qui se tiendra donc dans la capitale politique ivoirienne. Ils s'attellent aux préparatifs pour ce défilé. Abou Sanogo. La célébration de la fête de l'indépendance en 62 se fera à Yamoussoukro le dimanche 7 août prochain sur le thème « Lien force de défense et de sécurité population, socle de résilience nationale face aux nouveaux défis sécuritaires ». Elle intervient dans un contexte sécuritaire particulier, demandant une synergie d'action entre forces de défense et de sécurité et population, un lien armée-nation soutenu. Les armées s'étant mises en ordre, s'étant réconciliées avec elles-mêmes, et avec les valeurs qui font leur force, entreprennent d'aller à la rencontre des populations afin de constituer le solide rempart pour la défense de la nation dans toutes ses composantes, sécuritaires, économiques
et sociale. Le choix de Yamoussoukro, à l'occasion de cette reprise des cérémonies intégrales, répond à son statut de capitale politique. Pour ce retour à une célébration festive et populaire de l'événement, 4 activités principales ont été retenues, à savoir une marche de cohésion avec FDS Population dans la matinée du 6 août, la retraite au flambeau dans la soirée du samedi 6 août sur les principales artères de la ville de Yamoussoukro, un concert géant durant toute la nuit du samedi 6 août à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et enfin, un défilé aérien, pédestre et motorisé, suivi d'une démonstration de saut en parachute sur la place Jean-Paul II. La participation des populations civiles rappelle la nécessaire collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre les nouvelles menaces, notamment le terrorisme. Cela est acté par la participation de 14 districts qui sont dans les grandes subdivisions administratives du pays. Chacun des districts se présentera avec donc 2 plateaux mobiles sur une thématique agricole et l'autre sur la caractéristique culturelle particulière. L'objectif est de mettre en évidence l'union dans la diversité. La jeunesse, celle qui est préparée à construire une résilience durable, sera représentée par celle estudiantine. En particulier, les étudiants des universités Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara, de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Pour cette cérémonie, un effectif total de 5 731 est prévu et recevra comme invité spécial un détachement de forces armées libériennes. Et ces forces sont aussi engagées contre le terrorisme et cette lutte justement s'accentue dans l'espace CEDEAO. Les attachés de défense de l'organisation sous-régionale ouest-africaine se sont réunis aux États-Unis pour affiner leur stratégie. Ils veulent créer un cadre d'échange afin d'affronter les problématiques sécuritaires dans l'espace CEDEAO. Ils ont donc planché sur le terrorisme, vulnérabilité, défis, opportunités. Quelle stratégie pour faire face à la menace des groupes terroristes? Konaté Moussa. Les attachés de défense de l'espace CEDEAO aux États-Unis s'arment contre le terrorisme. Ces responsables de défense des missions diplomatiques participent à un séminaire de formation et d'information sur la menace djihadiste en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de créer un cadre d'échange et de partage d'expériences en matière de lutte contre le terrorisme. Une rencontre à l'initiative de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Ce n'est plus le Mali, ce n'est plus le Niger seulement, ce n'est plus le Burkina, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est menacée et notamment les États côtiers qui sont dorénavant des objectifs clairement affichés des groupes terroristes. Je me réjouis du fait que nos éminents généraux et colonels puissent engager une réflexion. Je voudrais vous féliciter pour cette initiative et espérer que de vos réflexions, de vos travaux, sortiront quelques esquisses de solutions. Ce séminaire de formation et d'information a vu la présence de certaines autorités américaines, à savoir la sous-secrétaire à la défense pour l'Afrique et des représentants du département d'État américain et du Centre d'études stratégiques pour l'Afrique. La conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique s'ouvre demain au Maroc. La Côte d'Ivoire, notre pays, y prendra part. Mais quels sont au juste les enjeux d'une telle rencontre? Eh bien, pour nous faire une idée, rendons-nous tout de suite au Centre national de surveillance des navires de pêche par satellite basé à Rabat, dont la mission est de lutter contre la pêche illicite. Jean-Luc Bambo est notre envoyé spécial au Maroc. Logé au sein de la direction des pêches à Rabat, le Centre national de surveillance des navires de pêche par satellite, VMS, a été créé le 11 septembre 2013 avec une mission lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La mise en place de ce centre s'inscrit dans le cadre de la stratégie Halieutis qui érige la durabilité de la ressource en axe majeur et vise parmi ses objectifs une ressource exploitée durablement pour les générations futures. Les repos biologiques sont respectés, les zones interdites sont respectées. Et de là, ce n'est que la source qui pourra
ont gagné et bien entendu, nous aussi. Le respect des mesures de gestion et de conservation de la ressource, c'est également l'une des missions de la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique qui se réunit à Tanger, dans le nord du Maroc. Le poisson n'a pas de frontières, donc beaucoup de grandes décisions sont prises pour la gestion en vue de la préservation au niveau d'instances internationales. Et dans ces instances internationales, il y a des négociations qui aboutissent à des instruments juridiques contraignants des États. Et donc, il faut que les pays africains soient présents au sein de ces organisations, au cours des négociations, dans tous les processus de négociation, et pour défendre leurs intérêts. Le Maroc assure le secrétariat général de cette organisation et la Côte d'Ivoire la présidence du Conseil des ministres. Notre pays profitera certainement de sa participation pour peaufiner sa stratégie de lutte contre la pêche illicite, mais également affiner sa politique globale de développement de la pêche. À la tête de la délégation qu'il conduit en terre marocaine à cet effet, le ministre Sidiki Moko Touré multiplie les échanges avec les différents acteurs locaux du secteur. Et loin du Maroc, ici en Côte d'Ivoire, le ministre Adama Kamara lance la 3e édition de la ronde sociale dans la région de Béké. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a utilisé cette tribune pour appeler les populations ivoiriennes à adhérer massivement à tous les mécanismes de protection sociale mis en place par le gouvernement ivoirien depuis 2011 en vue de réduire l'indice de pauvreté dans notre pays, nous rapporte Soro Corona. Bouaké, capitale de la région de Béké, abrite la 3e édition de la Ronde du Social, tribune officielle du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale pour promouvoir et vulgariser les mécanismes de protection sociale mis en place par le gouvernement. Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, se réjouit de la concrétisation des réformes sociales. Cette 3e édition de la Ronde du Social qui va offrir à nos vaillantes populations un accès à des soins de qualité, à une meilleure retraite, donc à une protection sociale améliorée. Adama Kamara indique que la ronde sociale est une démarche de proximité. Depuis Bouaké, le ministre invite les Ivoiriens à adhérer à tous les mécanismes de protection sociale. Cette ronde du social est le symbole de l'accélération du déploiement des régimes de protection sociale auprès des populations, notamment les couches les plus vulnérables. Il s'agit de faire connaître aux populations les nouveaux mécanismes des régimes de protection sociale mis en place par le gouvernement et de les inviter à y adhérer massivement. Les associations des personnes retraitées et vivant avec handicap ont reçu des vivres et non-vivres d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Le ministre Adama Kamara a également remis des chèques aux organisations féminines. Une convention entre les directeurs généraux de la SEGRAE et de la MIGEFSI dans le cadre du régime complémentaire des retraites est signée. Le conseil municipal d'Abobo s'est réuni pour sa 2e session annuelle. Cette réunion a pour objectif de passer en revue les axes majeurs des projets réalisés en faveur des populations. La maire d'Abobo, Kandia Kamara, a informé les membres de son conseil des travaux de construction du futur CHU de la commune. Frédéric Olaï, Franco Adio. Salle des fêtes de la mairie d'Abobo. Le conseil municipal réuni pour sa 2e session annuelle. À l'ordre du jour de la rencontre présidée par le maire de la commune, Kandia Kamara, des informations portant sur le lancement des travaux de construction d'un centre hospitalier universitaire CHU dans la commune d'Abobo par le Premier ministre. Ce CHU sera certes logé ici à Abobo, mais ce serait une infrastructure sanitaire pour l'ensemble des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Donc nous invitons toute la population ivoirienne. Un projet qui s'ajoute à la liste de plusieurs en cours de réalisation dans la commune. Cette session a d'ailleurs permis de faire le bilan financier et les compteurs sont au vert. Ce qui nous réjouit davantage, c'est de savoir que nous avons un accroissement du budget de la commune. Nous avons de grandes ambitions pour nos populations d'Abobo. Abobo a besoin de beaucoup d'infrastructures, Abobo a besoin de routes, Abobo a besoin d'écoles, Abobo a besoin de centres de santé, Abobo a besoin de plus d'eau, Abobo a besoin d'électricité.
Mais pour tout cela, il faut des moyens. La réunion a aussi favorisé l'examen et l'adoption du programme triennal 2023-2025 ainsi que le budget modificatif estimé à plus de 1,8 milliard de francs CFA. Un point de satisfaction, et le maire Kandia Camara, dans la foulée, a fait don de 2 véhicules de transport du personnel à ses administrés. Et un peu plus loin, à Adiaké, le Conseil régional du Sud Comoé a tenu sa 3e réunion ordinaire de l'exercice 2022. Le président du Conseil régional, Eugène Aka Awele, a fait le bilan des actions de développement initiées dans les 4 départements. L'adoption du budget de l'exercice 2022 en recettes et en dépenses était au menu. Jamayagi. Plus de 4 milliards de francs CFA déjà consacrés au projet d'autonomisation des jeunes et des femmes. Des centaines de projets réalisés et en cours dans les secteurs de la santé, de l'hydraulique et de l'éducation dans les départements d'Aboasso, Grand Bassam, Tiapoum et Adiaké. C'est le bilan des actions de développement dressé par le Conseil régional du Sud Comoé à l'occasion de sa 3e réunion ordinaire. C'est sous le slogan « Des hommes, des idées, des actions » que le président du dit Conseil, Eugène Aka Awele, appelle les élus locaux et les populations à la mobilisation. Nous devons également notre relatif succès grâce à l'utilisation optimale des ressources du reste limité que l'État, à qui nous devons rendre hommage pour avoir mis à la disposition des régions ce cadre privilégié qu'est le Conseil régional. L'État qui met à notre disposition des ressources, mais également notre dynamisme dépend de notre capacité à mobiliser des ressources au profit de notre région. Opportunité est faite pour les 34 conseils régionaux d'adopter le budget de l'exercice 2022 en recettes et en dépenses au premier et au deuxième trimestre. 55 millions de francs CFA ont été distribués aux femmes des 4 départements pour des activités génératrices de revenus. La localité d'Adiaké a notamment bénéficié à la suite des assises d'une embarcation neuve de 9 mètres de long pour le transport lagunaire, dont du Conseil régional du Sud Comoé. Et en marge de toutes ces activités, ce jeudi s'est tenu à Abidjan le Conseil des ministres des États membres du Conseil de l'Entente. Cette 20e session a approuvé le rapport annuel de performance 2021 ainsi que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021. Les détails avec Michel Digri. La 20e session du Conseil des ministres des 5 États membres du Conseil de l'Entente a donné quitus au secrétariat exécutif pour sa gestion et au commissariat aux comptes pour l'exécution de son mandat. Réunissant les ministres des Affaires étrangères et ceux de l'économie et des finances des 5 pays membres, le Conseil a salué la nouvelle dynamique amorcée par l'institution. Le Conseil des ministres se réjouit de nouvelles actions engagées par le nouveau secrétaire exécutif pour faire du Conseil de l'Entente un instrument de politique important, une force de concertation et de dialogue, ainsi qu'un espace d'entraide et de solidarité conformément aux orientations reçues des chefs d'État. Présidant la réunion, la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a souhaité que l'institution puisse susciter des ressources additionnelles. En référence aux ambitions légitimes et aux enjeux du repositionnement de notre organisation commune, il importe que le Conseil de l'Entente se réinvente à travers l'élaboration diligente d'un plan stratégique 2023-2027 audacieux et la mise en œuvre de stratégies innovantes de mobilisation des ressources additionnelles. Comme vous le savez, le défi de l'accroissement des ressources du Conseil de l'Entente mérite d'être relevé pour lui permettre d'atteindre les objectifs fixés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Un vœu au cœur des travaux de cette réunion. Et je me réjouis que cette 20e session du Conseil des ministres ait permis de faire avancer le plaidoyer auprès des États membres sur la nécessité de renforcer la contribution des États en faveur du Conseil de l'Entente, pour que ce Conseil de l'Entente gagne dans sa capacité financière et dans sa capacité opérationnelle. C'est l'une des premières leçons que je tire de cette réunion du Conseil des ministres. La deuxième leçon, c'est que je me réjouis tout particulièrement que le collectif budgétaire 2022
c'est-à-dire le budget modificatif, ait été adopté. Le Conseil des ministres a par ailleurs demandé au secrétaire exécutif de poursuivre ses efforts pour identifier de nouveaux partenaires financiers. On en arrive à notre dossier politique de ce jeudi. Le RHDP donne le pouvoir à sa base. Les militants choisissent par voie électorale leurs responsables locaux. C'est l'un des axes majeurs, en tout cas, de la restructuration initiée par le parti au pouvoir. Et cette réforme a pris forme avec l'élection des secrétaires départementaux. 349 postes étaient à pourvoir dans 123 départements administratifs. Le dossier politique de ce 20 se penche sur le déroulement et les enjeux du scrutin des secrétaires départementaux au RHDP. Le dossier est signé Mahama Traoré. La 8e réunion du directoire du RHDP se tient 72 heures après l'élection des secrétaires départementaux du parti. C'est d'ailleurs cette élection qui va animer les débats de cette séance de travail. Un scrutin censé permettre à la base de désigner ses responsables locaux dans les 123 départements administratifs que compte le RHDP sur l'ensemble du territoire. Il s'agit pour nous donc de renouveler le personnel d'encadrement au niveau local. Bien évidemment, c'est ce personnel donc élu qui va organiser les militants, qui va aller donc à la recherche de nouveaux militants et asseoir donc une base très large du parti et pour que ces élections de 2023 se passent dans les meilleures conditions. Toutefois, dans 5 départements administratifs, les bureaux de vote n'ont pas ouvert pour cause de report anticipé. Dans 4 autres, le vote a été suspendu pour cause de violence au motif de la contestation de la liste électorale. Ce fut le cas à Sandégué, localité du nord-est du pays. Le directoire nous a fait appel pour nous dire qu'on ira aux élections tel jour, sur la base des sections qui ont été préétablies d'alors, mais pas avec de nouvelles sections. L'unification, c'est depuis 2018. Si des responsables n'ont pas pu faire valider une section de 2018 à 2022, mais ce n'est pas la faute à Boubacar. Certains candidats ont eu à faire donc un recours. Donc ce recours, le parti a été saisi. Nous sommes un parti organisé. Ce qui s'est passé, notamment les quelques actes isolés de violence sont à dénoncer. Ce n'est pas l'identité du RHDP. La preuve, c'est que plus de 96% des localités ont voté dans le calme. Le RHDP ne se résume pas donc, à un bureau de vote donc, dans un endroit, mais ce qui s'est passé est d'une extrême gravité et le parti donc, compte donner une suite après avoir entendu toutes les parties. Sur un total de 349 postes de secrétaires départementaux à pourvoir, 327 ont été élus, soit 93,7%. Dans bien de localités de la région du Lodjibois ou à Abobo dans le district d'Abidjan, cadres et militants ont fait l'effort d'aboutir à un consensus autour des candidatures ou listes de candidatures. Ce cas de figure a été observé dans 52% des circonscriptions électorales. Nous avons commencé le travail et aujourd'hui ils ont pris la relève et ils font tellement bien le travail que aujourd'hui pour les élections ils s'entendent pour faire des listes communes, ils s'entendent pour s'aligner, pour que tout se passe sans qu'il y ait des histoires. Vraiment, je les félicite. Malgré le fait que nous soyons une liste unique, les militants sont sortis, ils se sont exprimés. Nous avons eu un taux de participation de 80% et un taux de suffrage exprimé en notre faveur de plus de 99%. Et cela nous donne la légitimité nécessaire désormais de parler au nom du président du parti dans notre département administratif, mais notre département politique. En attendant de recevoir leur feuille de route, les nouveaux élus mesurent l'ampleur des défis qui les attendent. Aujourd'hui, les militants, souvent de fois, ont l'impression que c'est quand il y a des élections que nous venons vers eux et nous avons besoin de leur soutien. Il faut changer la donne. La solidarité va occuper une place de choix dans notre programme. Également, il y a la formation. Tout parti politique n'existe et n'est fort que par sa base. Si vous n'êtes pas en phase avec votre base, sachez que réellement votre parti ne va pas perdurer longtemps. Donc pour cela, nous avons vraiment un défi et nous avons un engagement fort.
être au quotidien avec les militants, à leur écoute. Du côté des militants, cet exercice démocratique interne suscite de fortes attentes. Le directoire a répondu à l'appel des militants. Il faut voter, il faut choisir les personnes qui sont représentatives sur le terrain. Donc aujourd'hui, le choix est porté si les personnes sont représentatives. Et je pense que l'union faisant, tous les militants de façon unanime ont accepté ces personnes. D'où le travail sera de plus en plus fort, de plus en plus efficace dans la commune, à Bobo particulièrement, et évidemment en Côte d'Ivoire, pour le RHDP. Quand il s'agit de la mobilisation, c'est nous les femmes qui faisons la mobilisation. Donc il faut que les hommes pensent aux femmes aussi. Il faut qu'à Divo, on sente que le RHDP travaille. Il faut qu'à Divo, on sente que le RHDP est pour que nous puissions gagner les élections à venir. À ce jour, il reste 22 postes de secrétaires départementaux à pourvoir, dont 2 à Jacquesville, où le scrutin s'est soldé par une égalité de voix entre les candidats lors du scrutin du 23 juillet dernier, et 20 autres postes disponibles dans 9 circonscriptions électorales. Voilà, c'était le déroulement, les enjeux du scrutin des secrétaires départementaux au RHDP, dossier politique réalisé pour vous par Mama Traoré. Vous l'avez très bien compris. Point final de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain 20h. Prenez soin de vous.